Royaume de Suède appuie le Mali. Il vient d'injecter plus de 4 milliards de francs CFA dans les projets GDFOR et PAGIR. Le premier aidera à lutter contre les aléas climatiques et le second vise une gestion efficiente de l'eau au Mali. Fin de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Les conseillers nationaux se sont penchés sur la justice, la vérité et le pardon pour promouvoir une réconciliation nationale bâtie autour d'un dialogue inclusif. Concertation autour des bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme religieux en Afrique. La Fondation Konrad Adenauer monte au créneau pour outiller les acteurs face à la menace de l'idéologie extrémiste. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Pour parler intermalien à Alger, l'équipe de médiation du gouvernement était face à la presse cet après-midi. Elle est venue expliquer aux journalistes le contenu du projet de préaccord proposé par la médiation internationale. L'on note que le document prend en compte le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la forme laïque et républicaine de l'État. L'équipe gouvernementale indique également qu'il existe quelques points d'ambiguïté. Nous y reviendrons demain avec Ibrahima Traoré. Hier soir, on vous l'annonçait, c'est la reprise effective de la coopération entre le Mali et le FMI. Le conseil d'administration de l'institution financière vient d'approuver à Washington le décaissement de 6 milliards de francs CFA pour notre pays. C'est dans le cadre de la première et de la deuxième revue du programme de fonds élargi de crédit. L'information a été donnée aux journalistes par visioconférence par Christian Josse, chef de mission du FMI pour le Mali, basé à Washington. Toutes nos excuses pour la réalité des images. Le reportage est signé Ibrahima Traoré. Fini la brouille entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. Le dossier Mali présenté à l'institution financière a convaincu. Il respecte les 3 actions préalables sur lesquelles insistait le FMI. Il s'agit de la publication des audits, de l'adoption d'un décret qui resserre les règles pour les achats secrets, défense et intérêts essentiels de l'État et enfin la publication d'un rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations des auditeurs. Cette bonne conduite du gouvernement a abouti à un déblocage imminent de 6 milliards de francs CFA. Tous les engagements ont été mis en œuvre, donc les conditions sont remplies pour conclure les premières et deuxièmes revues du programme FEC. Le conseil d'administration est arrivé à la même conclusion. À Bamako, le satisfecit du gouvernement n'a pas tardé à se manifester, notamment au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est un soulagement pour tout Malien qui aime vraiment son pays et nous-mêmes, le président de la République, l'ensemble du gouvernement encore plus. Parce que c'est le sentiment d'une confiance renouvelée et pour nous c'est important. Le conseil d'administration du FMI indique tout de même qu'il y a eu faute, mais il note que les sanctions administratives ou pénales relèvent de la responsabilité entière des autorités du pays. Le rôle du FMI, selon Christian Josse, se situe au niveau des procédures budgétaires, des procédures de passation de marché ou encore du cadre macroéconomique. Cette reprise effective de coopération entre le FMI et le Mali ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le pays. Le Fonds monétaire est la sentinelle sur le plan des relations économiques et internationales. Au-delà de ça, ses appréciations ont valeur de baromètre pour l'ensemble des partenaires financiers et techniques. Donc c'est sur cette base-là que les uns et les autres décident de quel appui ils apportent à quel pays, surtout les pays les moins favorisés tels que les nôtres. Donc pour un pays comme le Mali, c'est important, je pense, dans ce contexte-là, de renouer avec les partenaires, surtout par rapport aux nouvelles vulnérabilités que nous subissons par rapport à la crise au nord et d'autres variabilités climatiques. C'est très important pour nous de rester en tandem avec les partenaires. Le Fonds monétaire international entend continuer à suivre l'exécution des engagements pris par le gouvernement malien. En mars 2015, une mission d'évaluation de l'institution est attendue à Bamako.
Et nous avons ce communiqué de l'Union européenne. Aujourd'hui, un paiement de 95 millions d'euros au titre du contrat d'appui à la consolidation de l'État a été effectué en faveur du Mali dans le cadre de l'appui budgétaire de l'Union européenne au Mali pour l'année 2014. À cette occasion, Richard Zinc, ambassadeur de l'Union européenne au Mali, a déclaré: l'Union européenne a confirmé son engagement substantiel aux côtés du peuple malien dans ses efforts de stabilisation et de reconstruction du pays en recevant cette dernière tranche de 95 millions à l'issue d'une évaluation positive des critères d'éligibilité. Le Mali a prouvé sa volonté de poursuivre les réformes engagées et de se confronter ainsi aux nombreux défis auxquels le pays fait face. En 2013, l'Union européenne avait déjà octroyé 120 millions d'euros d'appui budgétaire en faveur du Mali, le pays alors en pleine phase de transition et face au défi du retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections présidentielles et législatives, avait bénéficié de la rapidité de l'appui de l'Union européenne qui avait fortement contribué à la réussite de ces étapes décisives. Le contrat d'appui à la consolidation de l'État du Mali d'un montant de 225 millions d'euros a été signé entre la Commission européenne et le gouvernement du Mali le 15 mai 2013 lors de la conférence Ensemble pour le renouveau du Mali de Bruxelles. 3 décaissements ont eu lieu pendant la période de mise en œuvre 2013-2014. Ce programme d'appui budgétaire avait pour objectif de soutenir le gouvernement du Mali dans la transition et la sortie de la crise en favorisant une relance économique durable. Il visait notamment à appuyer l'État malien à accroître les capacités financières du gouvernement pour renforcer la stabilité macroéconomique et ses capacités d'action en faveur du développement, améliorer la gouvernance et notamment la gestion des finances publiques, y compris le contrôle et la transparence budgétaire. Accompagner le gouvernement du Mali dans la situation de transition et dans la réconciliation nationale, soutenir les efforts du gouvernement pour assurer ses fonctions essentielles sur tous les territoires nationaux, en particulier les services sociaux de base, santé et eau, et la relance économique à travers la création d'emplois. Le Mali vient de signer avec le Royaume de Suède 2 accords. Le premier concerne la deuxième phase du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR. Et pour le plan d'action intégré des ressources en eau PAGIR, le Royaume de Suède contribue à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Mariam Sahara, les détails. La Suède appuie le Mali avec une somme de 4 milliards 800 millions de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Cette aide concerne 2 programmes en cours au Mali. Il s'agit des projets GDFOR 2 et PAGIR. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pour la Suède pleine de signification, dans le sens qu'elle constitue la suite d'une démarche vers la gestion durable et décentralisée des ressources forestières d'un pays sahélien que nous trouvons précieuse et qui joue un rôle crucial dans la survie des populations pauvres. C'est fort des résultats de la première phase que la Suède s'est engagée aux côtés du gouvernement pour une nouvelle phase de consolidation des acquis et de développement d'activités économiques basé sur les chaînes de valeur. Il s'agit de l'accord relatif au programme de gestion décentralisée des forêts, GDFOR 2, et de celui relatif au projet d'appui à l'amélioration de la connaissance et de la gestion des ressources en eau, PAGIR. Le gouvernement du Mali apprécie hautement ce nouvel effort financier d'un montant de 4 milliards 733 millions 530 000 francs CFA. L'eau et la forêt, 2 biens vitaux, seront renforcés et contribueront à développer les activités économiques et sociales du Mali. Cette intervention suédoise aidera le Mali à faire face aux aléas du changement climatique des années à venir.
Et nous avons ce communiqué du RPM. Le Rassemblement pour le Mali a appris avec beaucoup de satisfaction l'annonce faite hier par le représentant résident du FMI sur la reprise du programme de coopération FMI Mali suite à l'approbation du dossier du Mali par le conseil d'administration du FMI. Cette décision est la preuve que les engagements pris par le Mali pour une transparence et responsable résolution de la crise ont été pris et appliqués. Et la conclusion des premières et deuxièmes revues du programme de facilité élargie du crédit étant ainsi approuvé, le FMI s'engage à mettre très prochainement à la disposition de notre pays 12 millions de dollars, soit 6 milliards de francs CFA. Le RPM s'est réjoui que cette confiance retrouvée du FMI à notre pays ouvre de grandes perspectives de coopération avec les autres partenaires financiers du Mali, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, les États-Unis et la France. Le Rassemblement pour le Mali remercie vivement le FMI et tous les partenaires techniques et financiers du Mali pour leur accompagnement, félicite le gouvernement à renforcer les réponses données à la crise et l'invite à renforcer les mesures de gouvernance et de suivi des finances publiques. Et c'est signé Boulkassoum Aïdara, le président du RPM BPN. Fin cet après-midi de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités. Après un mois de discussions et d'échanges, plusieurs ateliers de formation et de mise à niveau ont été organisés en vue de renforcer les capacités et les compétences des conseillers nationaux. Le thème de cette session portait sur la justice, la vérité et le pardon pour promouvoir une réconciliation nationale bâtie autour d'un dialogue inclusif. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Après 30 jours d'échange, la deuxième session du Haut Conseil des collectivités vient de clore ses travaux. Fidèle à sa mission de se doter de capacités et de compétences, le Haut Conseil des collectivités a organisé plusieurs activités comme par exemple l'atelier de formation du personnel sur les procédures d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget d'État, enjeux, défis et perspectives, et un autre sur le transfert de compétences et des ressources. Ces différentes thématiques, à n'en pas douter, sont d'un vif intérêt pour les conseils nationaux et les cadres. Ils urgent de procéder à leur relecture qui, du reste, impulserait le développement des collectivités parce que plus responsabilisées dans leur mission de promouvoir le mieux-être des populations dans les différents secteurs de la vie. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola a été aussi soulignée au cours de cette session. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement, porte-flambeau de cette croisade en parcourant le pays, invitant à la vigilance, au calme, à l'observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et l'adoption des pratiques simples, et à ne jamais céder à la phobie et à la stigmatisation. Les élections communales 2015 pointent déjà à l'horizon. Elles paracheveront le processus électoral enclenché depuis bientôt 2 ans. J'en appelle alors au sens civique de tous les citoyens en âge de voter, afin qu'ils aillent se faire inscrire et disposer de la carte Nina. C'est sésame qui leur permet de choisir les hommes et les femmes censés changer le cours du destin de leur communauté. Au début de cette cérémonie de clôture, 1 minute de silence a été observée en la mémoire de Nanga Berté, chargé de mission au Haut Conseil des collectivités, arraché à l'affection de tous. Le virus Ebola, la sensibilisation ne faiblit pas. Une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre se penchait sur la question. L'objectif était de faire le point des activités de lutte contre Ebola. De la réunion, il ressort que cette semaine, aucun nouveau cas n'a été signalé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, nous donne des détails au micro de Youssouf Diakité. La réunion a réitéré certainement des réunions qui étaient déjà là dans les tendances. Et nous avons surtout enregistré le compte rendu de la rencontre de Kouré-Malé entre les autorités maliennes et les autorités guinéennes, où nous avons arrêté un certain nombre de mesures stratégiques pour que Kouré-Malé soit un même site sanitaire de surveillance. Nous avons aussi eu le compte rendu des activités du centre opérationnel d'urgence et la région a souhaité que le centre puisse mettre en place
dans les meilleurs délais ses organes de fonctionnement, de façon à ce qu'ils puissent assumer pleinement ses prérogatives. Nous avons enregistré au cours de la semaine écoulée un malade guéri. Il y a un malade en traitement en ce moment. Et donc, par rapport aux contacts qui sont suivis, la situation est calme parce que nous n'avons pas décelé d'évolution dans le sens des symptômes de la maladie chez les autres contacts suivis. Les populations ne doivent pas être tranquilles. Comme nous l'avons dit, il ne faut pas céder à la panique, mais il ne faut pas se faire de l'illusion. Cette maladie, elle existe, c'est une réalité et la vigilance est de mise. Ça veut dire qu'il faut rester serein, mais il faut rester vigilant. Toujours en matière de lutte contre Ebola, le Haut Conseil islamique du Mali a lancé sa campagne. L'institution est en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Plus de 1000 imams dans les jours à venir seront formés sur les modes de prévention de la maladie. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Moussa Mara, nous informe Ibrahim Chokari. Pour gagner la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, le monde religieux est incontournable, d'où l'implication du Haut Conseil islamique, initiateur de la campagne nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola. Venir à bout de la maladie demande une mobilisation, une coordination des efforts et un changement de comportement. Considérant la détermination des plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre ces fléaux, le Haut Conseil islamique du Mali exprime son engagement sans faille aux côtés des plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La communauté internationale accompagne le Mali dans sa lutte contre la maladie à virus Ebola. Au moment où la communauté internationale se rallie auprès du Mali pour faire face à l'épidémie d'Ebola, il n'est pas surprenant du tout que les leaders religieux du Mali se joignent également à cette lutte. Maillon essentiel dans la lutte contre Ebola, la communication va désormais pénétrer dans les familles par le biais des oulémas et les imams formés pour porter la bonne information. Si nous voulons faire en sorte que Ebola soit bouté en dehors du Mali, nous devons faire en sorte que les 15 millions de Maliens fassent la cause de Ebola leur cause. Que chacun, dans nos villes, dans nos campagnes, à nos frontières, à l'intérieur, à Bamako et ailleurs, fasse en sorte que Ebola soit sa cause. Que nous ayons le réflexe Ebola. Que nous apprenons à adopter les comportements d'hygiène nécessaires. Que si jamais nous voyons des cas dans nos entourages, qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Bien avant l'apparition de la maladie au Mali, le Haut Conseil islamique s'est impliqué avec son partenaire l'UNICEF pour former, informer et sensibiliser les relais que sont les imams. Et ce jour, mardi 2 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. Un cas confirmé est toujours en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveau cas confirmé ce jour. Un prélèvement sur une dépouille mortelle suspecte en cours d'analyse au laboratoire. Le nombre de personnes contacts est de 227. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 219. Levé de suivi sur 20 personnes contacts. Le nombre de contacts non vus est de 8, soit un taux de suivi de 96,5%. Un cas guéri et libéré le vendredi 28 novembre 2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tous signes pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé, aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages
message de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. La capitale du Méguétan se mobilise aussi contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le préfet de Kati était ce lundi à Sibi pour sensibiliser et informer les populations de 5 communes frontalières avec la Guinée-Conakry sur le fléau. La cérémonie a aussi enregistré la remise de thermomètres et de kits de lavage des mains au savon aux responsables de certaines structures sanitaires du cercle de Kati. Brahima Kouni. Les leaders d'opinion, les maires, les élèves, bref, toutes les forces vives des communes de Bankmana, de Sobra, de Numamarana, de Sibi et du Mandé se réjouissent d'être informés et sensibilisés sur la maladie à virus Ebola. 15 structures sanitaires, dont 14 CESCOM et le CCRF de Kati, ont désormais leur thermomètre à infrarouge et des dispositifs de lavage des mains au savon composés de gel et du savon liquide. Ces actions sont menées par le préfet du cercle de Kati, Baye Konaté, qui vise à apporter sa contribution à la lutte contre Ebola. Histoire d'un administrateur de donner le bon exemple à ses administrés et de faire passer un message des plus hautes autorités de son pays. Nous sommes venus pour vous apporter le message des plus hautes autorités de notre pays, message de mobilisation générale contre Ebola. La réussite de cette lutte va dépendre de l'implication effective de chacun à son niveau. Sibi, lieu de conférence de ce lundi 1er décembre 2014, est situé à seulement 70 km de la frontière guinéenne. Le maire de cette commune qui aspirait à un soutien pour prévenir la maladie en a eu plus d'un. Les populations des communes bénéficiaires ont salué l'exemplarité du préfet du cercle de Kati et se disent requinqués à bloc pour lutter contre Ebola. Et le comité intersectoriel de gestion des épidémies d'être confiant. Décembre, c'est le mois de lutte contre le sida. La campagne 2014 a été lancée hier, une occasion saisie par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, notre compatriote Michel Sidibé, pour lancer un message à la communauté internationale. Pour lui, des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte, mais pour autant, l'on ne doit pas baisser de garde. Nous l'écoutons. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida 2014, permettez-moi d'avoir une pensée pour les pays qui ont été affectés par l'épidémie d'Ebola, les personnes qui ont été touchées, les personnes qui ont perdu leur vie. Cette épidémie nous rappelle le début de la lutte contre le sida, lorsqu'on n'avait aucun espoir, pas de médicaments, les personnes se cachaient, les personnes avaient peur les unes des autres. Il y avait une discrimination, une exclusion, une stigmatisation si forte. On n'avait aucun vaccin, aucun médicament. Mais aujourd'hui, permettez-moi de dire merci. Merci à la solidarité globale, merci à l'action de la société civile, merci à la mobilisation des États, des scientifiques à travers le monde. Nous avons brisé la trajectoire de cette épidémie. Personne n'aurait cru qu'on aurait pu mettre plus de 13 millions de personnes sous traitement il y a quelques années. Personne n'aurait cru qu'on aurait pu imaginer, dire qu'on aura un monde où les enfants vont naître sans sida. Nous avons réduit le prix du médicament. Nous avons diminué les décès de façon considérable. Permettez-moi, pour cette journée de la lutte mondiale contre le sida, de vous dire que nous pouvons gagner contre cette maladie, qu'il est temps
de ne pas baisser nos gardes, de redoubler nos efforts, de faire en sorte qu'en 2030, on puisse dire au monde que nous avons contrôlé l'épidémie du sida. Et nous avons ce communiqué. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a pris part à la 30e session du comité permanent de la coopération économique et commerciale à Istanbul, dont le thème était le rôle du partenariat public-privé pour le développement du secteur du tourisme dans les États membres de l'OCI. Madame Bertha Issata Benkeli a partagé avec ses pairs l'expérience malienne en matière de gestion du tourisme où le partenariat public-privé est important. En tant que porte-parole du groupe des pays africains, elle a remercié la conférence conjointe OCI-BID qui a décidé d'une aide d'urgence aux pays africains touchés par la fièvre à virus Ebola. À la fin des travaux, les pays africains ont entre autres invité les États membres et les institutions à accorder leur soutien financier et technique aux projets régionaux et bilatéraux pour le développement du tourisme en Afrique, demander plus d'engagement et de solidarité des États au financement du Fonds de solidarité pour le développement de l'Afrique. 1,3 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à la réconciliation et à la reconstruction des moyens de production, un projet qui a pour but le relèvement économique des populations affectées par les crises des régions de Tombouctou et Gao. Le projet est financé par l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali en partenariat avec le ministre de l'Emploi, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Aider les populations touchées par les différentes crises à se prendre en charge pour le développement socio-économique, c'est l'objet du projet d'appui à la recapitalisation et de reconstruction des moyens de production pour le relèvement économique des populations affectées par les crises des régions de Tombouctou et Gao. Environ 500 organisations et groupements d'associations seront financés. Le Conseil danois pour les réfugiés entend ainsi jouer son rôle pour la cohésion sociale. L'objectif général du projet est de contribuer à la relance économique du pays à travers la mise en place d'un fonds d'appui aux groupements, aux coopératives, aux entreprises dans ces deux régions qui ont été considérablement touchées. Au regard de cette grave situation, le Danemark s'est engagé aux côtés du gouvernement du Mali pour contribuer au relèvement économique des régions nord du pays. Ce projet aidera les autorités du pays dans leur politique de développement et de réinsertion des déplacés. L'importance que revêt ce projet pour les opérateurs économiques, les producteurs agricoles, les transformateurs, les commerçants des régions de Tombouctou et de Gao. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet qui vise à apporter une solution à la souffrance des populations meurtries par les événements qu'on souhaite désormais derrière nous. Pour la bonne marche du projet et sa pérennisation, le Conseil danois pour les réfugiés portera une attention particulière sur l'implication des acteurs locaux. Comment faciliter le commerce sur le corridor Dakar-Bamako? C'est à cette question que tentent de répondre les participants de l'atelier ouvert ici à Bamako. Maliens et Sénégalais échangent sur le sujet en vue de faciliter le commerce sur l'axe Dakar-Bamako à travers le transport des marchandises et la réduction des tracasseries au niveau des frontières. Agali Agissa. Cet atelier est la suite logique des précédentes rencontres tenues dans les deux pays pour concrétiser le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance des petites et moyennes entreprises. Les participants échangent ainsi sur les résultats de l'atelier de planification tenu en septembre dernier en terre sénégalaise. Ils devront également s'atteler à lister les activités pour 2015. Dans un contexte économique international difficile, marqué par un ralentissement de la croissance et une montée en puissance de l'insécurité au niveau des frontières, il est d'une nécessité certaine pour nos pays en voie de développement de donner corps à l'intégration économique sous-régionale. C'est pourquoi je salue aujourd'hui ce modèle de coopération entre le Sénégal et le Mali destiné à faciliter et à sécuriser au mieux nos échanges commerciaux. J'invite les services concernés du commerce et des transports à poursuivre la sensibilisation des différents acteurs pour un accroissement du commerce intra-régional fondé sur un respect des règles édictées en la matière par nos deux États.
Quant à la représentante de l'ONG GIZ, Jitif Blanc, coordinatrice du projet de corridor Dakar-Bamako, elle a réitéré l'engagement de sa structure pour la mise en œuvre du programme. Je réitère l'engagement de la GIZ à jouer son rôle de facilitation dans ce projet en appuyant la mise en œuvre des activités issues des plans d'action consolidés. Le Fonds de promotion des politiques commerciales et du commerce vise le renforcement des capacités des pays sous-développés. C'est dans ce cadre que le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance des petites et moyennes entreprises a vu le jour. Démarrage d'un colloque international sur la prévention de l'extrémisme. Les participants vont échanger sur les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme religieux en Afrique. Organisé par la Fondation Konrad Adenauer, il s'agira également de faire le tour des questions de la gestion des frontières nationales face à la menace de l'idéologie extrémiste. Daouda Sidiki Diarra, reportage. L'extrémisme religieux est plus que jamais actif au sein de nos sociétés. Comme une peste, il se répand dans toutes les religions sans distinction. Aujourd'hui, c'est au sein de l'islam qu'il est le plus spectaculaire. Face à l'ampleur de ce fléau et des nouvelles difficultés qui s'ajoutent aux récurrents défis sécuritaires transfrontaliers, nos États peinent à trouver des réponses capables de dissiper les inquiétudes légitimes de leur population, de leurs adversaires, du fait surtout de la faiblesse des institutions de sécurité étatiques. Le colloque qui s'ouvre sur le renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité en Afrique regroupe des cadres des ministères de la Défense et de la Sécurité, des acteurs de la société civile venus du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Maroc, de la Tunisie et du Mali, tous mobilisés contre l'extrémisme religieux sous toutes ses formes. Il est en effet très utile pour nos États de partager les informations, les analyses et les interventions portant sur la sécurité d'une façon plus structurée afin de renforcer l'engagement des acteurs à tous les niveaux pour empêcher la radicalisation des populations non encore radicalisées. Depuis l'installation des groupes armés se réclamant de l'islam et autres narcotrafiquants dans le nord de notre pays, des vives inquiétudes animent à juste raison les pays voisins du Mali. Et même au-delà, il nous faut fédérer alors nos énergies et nos actions. Mieux outiller nos structures d'institutions et d'autres organisations, vecteurs de diffusion des messages religieux constructifs. Les interventions et les contributions des uns et des autres sont essentielles afin que soient connues les approches et stratégies nationales de prévention et de lutte contre l'extrémisme religieux. La Banque verte du Mali ambitionne d'injecter plus de 262 milliards de francs CFA dans le financement des projets porteurs et particulièrement dans le secteur agricole. La décision a été annoncée ce matin lors de la 118e session du conseil d'administration de la banque. Autre décision importante adoptée, l'ouverture prochaine d'une agence de la BNDA à Paris. La synthèse des décisions issues de ce conseil d'administration de la BNDA avec Maranfine Konati. Les administrateurs de la Banque verte du Mali ont adopté le projet de budget 2015 qui prévoit plus d'appui au monde rural avec une attention particulière accordée au développement des entreprises agricoles et au financement du secteur informel. Globalement, 262 milliards de francs CFA qui sera injecté à l'économie malienne en soutenant prioritairement les secteurs porteurs, notamment le secteur du développement agricole. Et parlant du secteur du développement rural, justement, en 2015, la BNDA va poursuivre le renforcement de la mutation, n'est-ce pas, des entreprises agricoles familiales vers les entreprises tout court. Et c'est cette mutation qu'on appelle l'entrepreneuriat agricole. Cet entrepreneuriat agricole, c'est à la fois apporter des services financiers aux exploitations agricoles familiales, mais aussi des services non financiers, comme la formation, l'accès au marché, le renforcement des capacités. La BNDA prévoit de collecter auprès des particuliers plus de 219 milliards de francs CFA en 2015.
Pour y parvenir, la Banque verte améliore ses offres de services en multipliant les distributeurs automatiques. Une opération de charme sera également menée auprès de la diaspora malienne de France, qui reçoit en 2015 une agence complète de la BNDA. Nous allons aussi mettre en place de nouveaux produits innovants en 2015, de façon à assurer, n'est-ce pas, et à accompagner cette mutation structurelle de la bancarisation de l'économie malienne, qui au Mali ne représente que 12% aujourd'hui. Et c'est dans cette optique-là, effectivement, que pour apporter aussi des concours financiers et des services bancaires à nos compatriotes installés à Paris, 2015 consacrera effectivement la création d'une agence BNDA à Paris. L'avantage en créant les conditions adaptées de contact et de transfert, c'est de permettre à la BNDA de pouvoir récupérer cette épargne, de pouvoir aider ses clients à faire fructifier cette épargne et surtout de mobiliser cette épargne pour des projets productifs pour le Mali. Les administrateurs de la BNDA ont rendu un vibrant hommage à M. Alain Camille-Jean, représentant du Crédit Coopératif, qui fait valoir ce droit à la retraite après 4 ans de bons et loyaux services auprès de la BNDA. Le comité de pilotage du contrôle physique des agents de la fonction publique en conclave, ils vont identifier les problèmes qui entravent le bon fonctionnement du contrôle physique et prendre les mesures appropriées afin que les agents recensés non payés puissent avoir leur salaire du mois de novembre. Comme mesure urgente, les équipes des caisses de paie ont été renforcées, nous précise Boubacar Sissoko. Ce comité de pilotage s'est réuni pour aplanir les difficultés constatées dans le fonctionnement des opérations du contrôle physique des agents de la fonction publique. Ces dysfonctionnements créent beaucoup de désagréments aux travailleurs. Le tour de table a permis aux membres du comité de pilotage de situer les difficultés. Nous avons convoqué ce matin l'équipe de pilotage pour réfléchir à la façon de rapidement corriger toutes les imperfections qui ont pu causer des préjudices à certains de nos compatriotes. La rencontre a identifié les solutions appropriées pour payer les agents recensés qui n'ont pas eu encore leur salaire de novembre. Il y a des gens contrôlés et qui n'ont pas pu encore être payés. Là, c'est vraiment terrible. Et chaque jour, ce chiffre-là va progressant. Donc la commission a réfléchi. Chaque payeur sera secondé pour créer une équipe qui va avoir un état supplémentaire. Les mesures spéciales sont également prises en faveur des agents en congé de formation à l'extérieur, et ce, en mission. Pour les agents en formation, pour les agents en mission, les chargés des ressources humaines, c'est eux qui doivent envoyer à la Direction nationale de la fonction publique la situation de ceci. La situation va comporter la décision de mise en congé de formation, la décision de recrutement ou bien l'arrêté de recrutement. Le dernier contrôle physique des agents de la fonction publique malienne remonte à 2003. Actuellement, les effectifs des fonctionnaires sont estimés à 43 130 agents et 16 150 travailleurs contractuels. Et nous avons cet autre communiqué. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Boukar Moussa Diarra, accompagné de 2 experts de son département, ont participé à la première session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, la gouvernance locale, le développement urbain et la décentralisation à Brazzaville, en République du Congo. Cette importante rencontre africaine a consacré la fusion de 3 conférences ministérielles de l'Union africaine en un seul comité technique spécialisé. Pour l'opérationnalisation du comité, les participants ont procédé à la mise en place de son bureau et l'adoption de son règlement intérieur, l'élaboration et l'adoption de son plan de travail harmonisé biennal 2015-2016. À présent, cette bonne nouvelle, Suleiman Satigi Sidibé, vice-président du Conseil national de la jeunesse, vient d'être élu au poste de secrétaire général du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour annoncer donc la nouvelle, le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne a tenu une conférence de presse. Agibou Koulibaly nous en parle.
C'est dans une ambiance festive que le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a accueilli la délégation du Conseil national de la jeunesse. Une mission qui a honoré le Mali au 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'issue de ces assises, le vice-président du Conseil national de la jeunesse, Souleymane Satigui Sidibé, a été élu secrétaire général pour un mandat de 3 ans. Je place ce mandat de Mali sous la fierté de l'honneur que nous donne de la communauté du pays. Et ensemble, j'ai besoin de tous vos soutiens, tous vos appuis à l'heure du bilan de la jeunesse africaine puisse aujourd'hui dire qu'ils ont eu raison de faire confiance à notre pays. Pour le ministre en charge de la jeunesse, cette victoire du Mali est le fruit d'un travail en amont. Par-delà votre personne, c'est tout le Mali qui est honoré et fier donc. Et je voudrais, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, vous féliciter encore une fois et vous dire que vous avez notre accompagnement. Il faut rappeler que notre pays a déjà occupé ce poste dans le comité exécutif sortant 2012-2014. L'Union panafricaine de la jeunesse est l'organe constitutionnel de la jeunesse africaine. Et pour mener à bien cette consécration du Mali, le CNJ Mali reste réceptif au précieux conseil de toutes celles et de tous ceux qui voudraient bien lui en prodiguer, signé Mohamed Salia Touré, le président du CNJ. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée internationale des personnes en situation de handicap. Une célébration que le ministre du Développement social met à profit pour relayer les recommandations des responsables de la Fédération des associations des personnes handicapés de notre pays. Le ministre Amadou Konaté est au micro de Adama Koulibaly. Les Nations Unies ont retenu de commémorer chaque 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Et chaque année, il y a un thème. Mais l'objectif, au-delà du thème, c'est de créer les conditions d'une réelle mobilisation de chacune des communautés où résident des personnes handicapées pour que soit assurée la pleine participation de ces personnes à toutes les activités de la vie de leur communauté. Cette année, nous avons un thème qui parle en fait de nouvelles technologies et participation des personnes handicapées. C'est un thème intéressant. On peut se poser la question par rapport à l'accès physique à un certain nombre de services publics. Quand dans le transport public, il n'y a pas de place réservée aux personnes handicapées, quand elles accèdent à ces transports, elles ont du mal à avoir un minimum de confort pendant tout le temps du transport. Cette journée permet justement de combler ce genre de lacunes et ça permet de faire de notre pays, qui est un pays de grande culture, un pays aussi d'ouverture et d'attention modernement partagée de la participation et de l'inclusion de tous ses fils. Sur un tout coup de plan, le directeur national des routes a visité ce samedi 4 chantiers de route, notamment la corniche CICB et la route Bamako-Ségou. Nos envoyés spéciaux Mariam Sangara et Adama Kamara nous en disent plus. Les 4 chantiers en exécution de Bamako à Ségou présentent un nouveau visage malgré le retard mineur sur quelques-uns. Le boulevard du 22 septembre est au dernier virage pour être entièrement au point. Dans quelques jours, Kabbalah va offrir le pont qui constitue la majeure partie des travaux sur le terrain. En ce qui concerne les travaux même des routes, le bitumage est pratiquement terminé. Il nous reste au niveau du pont de Diafarananko. Ils sont en train de mettre la couche d'étanchéité. Après, ils mettront le revêtement là-dessus. Le retard est un peu, on partage la foire en deux ou en plusieurs. Il y a d'abord, pour la corniche, on avait énormément de problèmes pour dégager les riverains, pour placer les réseaux d'eau et d'électricité. Mais à cela aussi, il faut reconnaître que l'entreprise a péché par l'organisation. Sur la route d'accès à la cité, c'est principalement le dégagement de l'emprise.
Bamako-Ségou, en fait, c'est dans les délais. À Ségou, la satisfaction du directeur national des routes est lisible puisque les travaux progressent à souhait. Dans l'ensemble, ça va. Et le terrain travaille relativement bien. Ça n'empêche pas qu'on ait un petit problème par-ci par-là. Mais je suis globalement satisfait de ce qui est en train d'être fait. Quant à la qualité des ouvrages dans le district et à Ségou, le directeur s'est dit confiant des matériaux utilisés et du savoir-faire des techniciens. Madame Traoré Amin Diallo, ambassadeur de la République du Mali au Canada, informe la communauté malienne vivante au Canada que les opérations d'enrôlement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'état civil à Ravec reprendront le 7 décembre 2014. Elles auront lieu au centre fixe 6 dans les locaux de l'ambassade du Mali à Ottawa à 50 avenue Goulburn, code postal King 8C8, tous les jours de 9h à 18h, y compris les samedis et dimanches. Elles s'achèveront le 7 janvier 2015. Les opérations d'enrôlement concerneront toutes les personnes n'ayant pas été recensées au cours de la campagne précédente. Les enregistrements se feront uniquement sur la base de la présentation des actes de naissance, d'une carte nationale d'identité ou de la carte d'identité consulaire ou du passeport. Toutes les informations complémentaires pourront être obtenues auprès de l'ambassade du Mali à Ottawa. Tenue d'un forum régional des acteurs franciliens de développement à CAI, le thème de ce forum est coopération décentralisée, solidarité internationale. De CAI, la correspondance de Jafar Aïda. Rome constitue à discuter sur la création d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs de la coopération décentralisée et solidarité internationale. Dans un Mali en pleine reconstruction, la région de CAI doit aussi se battre. Si les Caïsiens se battent ensemble, nous allons réussir à réouvrir le port de CAI, qui donnera de l'emploi et de l'espoir à notre population. Ce forum s'inscrit dans une série d'activités que nous avons menées depuis bientôt 2 ans et qui comportent plusieurs volets. Au cours de ce forum de 2 jours, des pistes de réflexion seront dégagées pour une meilleure concertation entre les acteurs, définir la structuration et le fonctionnement du futur cadre de concertation, recueillir les visions des différents acteurs et partenaires sur le partage institutionnel pour permettre une meilleure coordination dans la région. Et cette coopération est marquée par la présence d'acteurs français en général et franciliens en particulier. Ces acteurs, de par leur nombre et leur diversité, avec leurs partenaires locaux, investissent un volume financier important chaque année pour la réalisation de projets portant sur plusieurs thématiques. La sagesse traditionnelle enseigne qu'une paille ne peut balayer. Il appartient alors aux collectivités de développer des solidarités beaucoup plus fortes autour des projets communs, de prendre en compte les faiblesses des uns et les richesses des autres, de repenser la notion de ressources qui va au-delà des questions de ressources financières. En cela, le présent forum est un appel à la clarification de la coopération décentralisée entre le Conseil régional de CAI et la région Île-de-France. Oui, Jafar, bien inspiré. En 3e région, l'ONG Agir pour l'environnement et la qualité des vies poursuit son opération de distribution des fournitures scolaires. Elle vient de mettre à la disposition des académies d'enseignement de Koutiala, Bougouni, Sikasso et des associations partenaires un important lot de matériel didactique sur l'éducation environnementale. Laura Diakité, correspondance. 14 centres d'animation pédagogique des académies d'enseignement de Sikasso, Koutiala, Bougouni ainsi que l'association Aminata Ataer Maïga de Kadiolo sont les bénéficiaires de ce lot de cahiers à messages sur l'éducation environnementale accompagnés avec des guides d'utilisation. Un don de l'ONG Agir pour l'environnement et la qualité de vie dirigé par l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation et d'éducation des scolaires sur l'importance de la bonne gestion des cadres de vie, mais surtout de l'environnement et des ressources naturelles. Et les bénéficiaires apprécient. Je remercie l'ONG Agir pour le geste qu'ils viennent de nous faire tout de suite là. Et je remercie la première dame également. Ça permet au moins l'évolution de l'école.
Nous pensons que ces cahiers permettront à ces enfants de pouvoir mieux gérer leur cadre de vie et de devenir des responsables de demain. Dans le futur, nous passerons pour voir ce que ça fait, un suivi régulier pour pouvoir suivre l'utilisation de ces cahiers-là, puisqu'ils sont accompagnés par des fiches qui indiquent à l'enseignant comment on doit l'utiliser. Donc l'académie fera le devoir de passer pour suivre l'utilisation de ces cahiers-là. Rappelons que l'ONG Agir pour l'environnement et la qualité de vie, créée depuis 1996, œuvre dans le domaine de la préservation de la biodiversité, l'assainissement, la protection des ressources naturelles, la promotion d'un modèle viable d'établissement humain, entre autres. L'agence Luxe Développement et son partenaire financier, l'Union européenne, donnent plus de 400 millions aux 46 communes des 5 cercles de la région de Tombouctou. C'est dans le cadre du projet de soutien rapide au retour de l'administration et des services sociaux. Yatandina. Par cette opération, l'agence de coopération luxembourgeoise, Luxe Développement et son partenaire financier, l'Union européenne, visent à contribuer au retour de l'administration et des services sociaux de base. Ainsi, le projet vient de mettre à la disposition de la région de Tombouctou des kits informatiques et médicaux. Le volume financier injecté dans ces activités s'élève à 479 953 216 francs CFA. La répartition par secteur est la suivante. La santé, 99 088 800. L'éducation, 194 630 608. Les autorités administratives, 78 532 384. Les collectivités locales, 105 429 696. Autres, 2 271 728. Cet appui, qui s'inscrit dans le projet soutien rapide aux autorités et aux services sociaux essentiels, a été salué par les bénéficiaires, d'où toute la satisfaction du chef de l'exécutif régional. Aujourd'hui, à travers cette troisième remise, il s'est agi de renforcer les acquis et d'étendre l'appui du projet aux services techniques de l'État et aux forces armées et de sécurité. J'invite à cet effet les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels de première qualité pour la bonne réalisation de leur mission auprès de nos concitoyens. Dans la région de Tombouctou, ce sont 46 communes qui sont couvertes sur les 52. Très prochainement, les 6 autres seront visitées afin d'entendre le représentant de l'agence. En 5e région, le gouvernement vient de mettre à la disposition des communautés d'éleveurs de la commune rurale de Naptoudji, dans le cercle de Douanzan, 270 tonnes d'aliments bétail. Les détails avec Yacouba Maïga. Cet appui de 270 tonnes d'aliments bétail du gouvernement de la République du Mali aux éleveurs de la commune de Yaptoudji dans le cercle de Douanza fait suite à la mauvaise campagne pastorale qui a occasionné un déficit fourrager important et un assèchement précoce des mares. À cela s'ajoute la situation d'insécurité qui a fortement entravé l'activité d'élevage dans la zone. Concernant l'abreuvement des animaux et l'approvisionnement des éleveurs en eau potable, notamment dans le Karawassa, la zone de concentration de la majorité du cheptel de la contrée, le problème est en grande partie résolu grâce à l'effort de M. Abdoulaye Mohamedoun Al-Ansari à travers son ONG Tanfo Kalanda. Avec l'appui du gouvernement et certains partenaires, il a pu réhabiliter la principale adduction d'eau sommaire de la fraction de Keltadak à plus de 12 millions de francs CFA. Il y a de l'eau, il y a l'aliment bétail aujourd'hui, il y a tout ce qu'un éleveur peut venir. Je demande à la jeunesse de venir s'intéresser à construire notre pays, au lieu de déchirer. Notre pays ne devise pas. On est sur les drapeaux maliens. Je remercie vraiment les chefs de l'État pour toute cette démarche. L'État malien est venu à l'avant même du besoin. Le représentant de l'État dans la commune de Yaptoudji, le sous-préfet Ali Djigité, a salué cette marque de solidarité du gouvernement à l'endroit des éleveurs et a assuré que cet appui sera acheminé aux vrais bénéficiaires. La Fédération d'intervention de la filière avicole au Mali vient d'organiser une journée porte ouverte dans certaines fermes de volailles de Bamako et de Koulikoro. Moussa Fane était de la visite. 7000 tonnes de chair et plus de 7 millions d'œufs, c'est la production en 2013 de la Fédération d'intervenants de la filière avicole au Mali FIFAM.
Du coup, le secteur se place parmi les vecteurs du développement économique. Il contribue également à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire. Les pratiquants sont préoccupés par les problèmes d'importation du produit avicole dans notre pays, ce qui, selon eux, entraîne la mévente sur le marché national. La filière avicole est très très importante dans l'économie malienne, vu que c'est vraiment une activité qui emploie beaucoup de monde. Ensuite, sur le plan nutritif, tout le monde sait la valeur des protéines dans l'alimentation. Les techniciens travaillent pour protéger la volaille contre les maladies. Des laboratoires sont ainsi mis en place pour produire divers médicaments. Nous assurons l'approvisionnement en vaccins et en produits, les autres produits biologiques et les autres produits sanitaires et produits les antibactériens, les antibiotiques, pour pouvoir vraiment assurer un développement harmonieux de la volaille. L'aviculture favorise aussi la culture et la mise en valeur de certains produits céréales comme le maïs, le soja et des poissons destinés à la volaille. Le secteur entend accroître la production de 20% en 2014. Allez, un peu de culture. À l'image de nombreuses capitales africaines du 18 au 21 décembre 2014 prochain, Bamako va aussi abriter son événement de mode intitulé Bamako Fashion Week. L'annonce a été faite ce samedi au cours d'une conférence de presse. L'événement, qui se veut un espace de promotion et de valorisation du coton malien, est une initiative de l'association des couturiers et créateurs de mode du Mali. La manifestation va rassembler des stylistes, modélistes et autres acteurs évoluant dans le secteur de la mode. Modibo Soirée, les détails. 11 mois après son lancement officiel, c'était en janvier dernier, l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali, ACCM, pose son premier acte, et pas le moindre. Il s'appelle le Bamako Fashion Week, premier du genre au Mali. Bamako Fashion Week, c'est toute une semaine de mode dédiée à la mode, mais avec les matières et les habits traditionnels du Mali. C'est donc pour présenter le contenu et tracer le contour de ce grand rendez-vous des créateurs que l'ACCM a rencontré ce week-end la presse. Chaque pays a sa Fashion Week, sauf le Mali. Et on s'est dit qu'il était temps de changer ça, parce que nous aussi, on a plein de richesses qui doivent être exploitées, améliorées et montrées surtout à l'extérieur. Ainsi, Bamako prépare son Fashion Week avec son label Mali, marqué par la promotion du coton et toutes ces autres matières qui ont besoin aujourd'hui d'être valorisées. C'est tout le sens que donne l'ACCM à cet événement. Et pendant 3 quarts d'heure, les organisatrices se sont prêtées aux questions des journalistes. Au menu des échanges, l'organisation technique et matérielle de ce rendez-vous qui va s'étaler sur 3 jours. Le programme de Bamako Fashion Week, c'est d'abord le lancement de l'événement à l'hôtel Salam le 18 décembre. Ensuite, on va aller avec le concours Jeunes Talents, qui va permettre à nos jeunes créateurs qui sont dans l'ombre de s'affirmer. Il y aura des panels, il y aura des expositions. Ensuite, le grand podium. Le grand podium verra défiler nos créateurs maliens et aussi les créateurs qui viendront de l'étranger. Bamako Fashion Week, un projet de l'ACCM accompagné par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme du Mali, plus qu'un rendez-vous de la mode et au-delà du glamour et des paillettes, c'est une question de développement de l'industrie vestimentaire au Mali. Donc rendez-vous donc le 18 décembre. Et cette nouvelle sportive, le tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2015 aura lieu demain à Malabo en Guinée équatoriale. Vous pourrez suivre en direct cette cérémonie demain mercredi à partir de 18h. Voilà, à 21h moins 3 minutes prend fin cette édition. Tout le plaisir était pour moi de vous la présenter. Aïssata Kamara sera là tout à l'heure pour la météo, Rachel Tessougué pour le journal des formations. L'information continue demain à 10h, puis à 13h. Kadita Toukouné prend le relais et moi je serai là pour les journaux du soir. D'ici là, excellente suite de programmes sur le RTM et grand merci à nos téléspectateurs du Maroc.